Avoir terminé, du moins les gens qui sont ici présentement. Donc, on va aller voir la réponse et on regardera pour C05, peut-être une erreur plus de frappe, peut-être, ou de mise en page. On va aller regarder ça dans quelques secondes. Donc, on va aller à la question ici. Ça ne sera pas bien long. Je vais basculer au solutionnaire. Je vais juste aller chercher ici. Donc, si les questions de révision, page 356, ça ne sera pas long. Il faut que je ramène le tout ici. 356 ici, directement. Et on va aller chercher la question numéro 9 ici directement. Donc, on avait, je prends le laser, et voilà, des infos ici, et nous avions 5 revenus, bénéfices nets après impôt qu'il fallait calculer ici. Donc, on avait nos 5 bénéfices nets après impôt. Donc, on partait de 60 000, on enlevait le taux d'impôt de 42 %. Et après ça, l'augmentation des bénéfices avant impôt était de 3 % par année, avec toujours 42 % d'impôt. Et les 5 bénéfices nets après impôt devaient donner les 5 valeurs qui sont ici. Est-ce que les 5 valeurs, tout le monde, vous avez trouvé ces 5 valeurs-là ici avant d'aller plus loin au niveau des bénéfices nets après impôt? Farida, vous confirmez que oui, c'est ce que vous aviez ici. Sandrine également, Sylvie. Ici, évidemment. Bien, en fait, Sylvie, vous dites expliquer plus. C'est quoi la question en réalité? Précisez-moi votre question. Est-ce que c'est de trouver l'indexation, trouver les impôts? Vous avez 60 000 ici avant impôt et vous avez 42 % d'impôt. Donc, ben, en fait, comment trouver le chiffre? Vous avez le bénéfice qui est avant impôt, ici, et vous enlevez l'impôt. Vu que le taux d'imposition est à 42 %, eh bien, faites 60 000 moins 42 % parce que ça, c'est le taux d'impôt. Et ce qui reste, c'est le bénéfice net après impôt. Donc, si vous faites 60 000 moins 42 %, ça vous donne 38 400 ou 800? 34 800 peut-être, c'est plus 34 800, je dirais. Donc, 34 800 ici directement. Et ensuite, prenez votre 60 000 et augmentez-le de 3 % et enlevez 42 % d'impôt. On aurait pu aussi augmenter 3 % le bénéfice net. Mathématiquement, ça donne la même chose. Donc, ensuite, l'année d'après, on est à 60 000 plus 3 %, c'est l'augmentation, et enlever 42 % d'impôt par la suite. Et c'est comme ça qu'on trouve les montants. Donc, vous allez trouver 35 844. Donc, augmentez encore le bénéfice de 3 %, enlevez les impôts. Ou si vous voulez faire ça plus rapidement, vous prenez 34 800 plus 3 %, plus 3 %, plus 3 %, parce que dans les règles des opérations, on peut le faire comme ça ici. Ça marche également. Mais si vous préférez partir de 60 000 plus 3 %, ça donne une valeur, enlevez l'impôt, vous rajoutez à la valeur avant impôt, évidemment. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais l'idée, c'est d'enlever l'impôt. C'est pas l'impôt qu'on cherche, c'est d'enlever l'impôt pour avoir le bénéfice net après impôt. Fait que voilà d'où ça venait les valeurs, compte tenu que le 60 000 augmentait de 3 %. À chaque fois qu'il augmente de 3 % il faut enlever le 42 % d'impôt au bout tout simplement. Donc, c'est de là que ça venait, les 5 valeurs ici. Évidemment, c'est une hypothèse. On fait une hypothèse que ça augmente de 3 %. On fait deuxième CEC après avoir fait la touche CF. Il faut faire son clear. Très important de faire son clear ici. C'est fondamental, sinon des vieilles données pourraient influencer le calcul. Et là, on y va. 34 800, C01. C02, 35 844. Vous l'avez ici. C03, 36 919. Est-ce que c'est ça qu'on avait tantôt? C'est ce qu'on avait tantôt. C04, 38 027. Est-ce que c'est ce qu'on avait ici? 38 027. Et le dernier, 39 168 plus 1 100 000 la valeur hypothétique. C'est ici que vous disiez qu'il y avait peut-être une erreur dans C05. Est-ce que ça donnait ici pourtant 1 million? On voit bien le 39 168 plus le 1 100 000. Donc, théoriquement, la valeur de C05 devrait être bonne, à moins que vous me disiez une information comme quoi il y aurait une erreur. Mais est-ce que les autres, vous êtes bien arrivés à 1 139 168? Ici, c'était juste validé que c'est ça que vous aviez excellent. Donc, peut-être juste une erreur de frappe tantôt qui faisait qu'on avait peut-être une petite différence. On s'en va après avoir tout vérifié dans NPV. Évidemment, on s'assure qu'on n'a pas fait d'erreur. Dans NPV, 41, on n'appuie pas sur le bouton %. On fait juste, tout simplement, 41, Enter.
Flèche vers le bas, NPV, 269 907 ici. 39 000 plus pas 110 000, c'est levé 1 million. 1 million ici, c'est 1 million 100. C'est pas 110 000. C'est voilà pourquoi il vous manque 1 million de dollars. Donc, vous avez décidé de vous sauver avec 1 million puis nous laisser le reste. Donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à votre calcul. C'est 1 million 100 et non pas 110 000 ça serait étonnant que l'entreprise, dans 5 ans, vale 110 000 alors qu'elle rapporte quasiment un tiers de sa valeur. Mais c'est possible, ça aurait pu être possible également. Donc, voilà pourquoi vous n'arriviez pas à la bonne valeur ici. Évidemment, tout le reste ne fonctionnait plus logiquement. NPV, voilà la valeur de l'entreprise, mais on disait que la valeur de l'entreprise, on y ajouterait ici un placement à court terme et on enlèverait les dettes. Donc, le prix offert final sera de 215 907. 215 907, c'est-à-dire qu'elle vaut 269. Je vais reprendre ton placement, mais je vais payer ta dette et voilà ce qui reste ici. Le placement aurait pu être un immeuble aussi, c'est le même principe. Donc, ce que je reprends en plus, je le paye en plus. Ce que je dois payer pour toi, je le déduis du montant. Est-ce que vous êtes arrivé à 215 907? Donc, écrivez-moi oui ou non. Vous étiez arrivé à la valeur qui est ici, tout simplement, pour valider tout le monde. Excellent. Donc, je vois quand même beaucoup de oui qui apparaissent. Ben, ça veut dire que si je vous pose la question à l'examen final, il n'y a pas de raison de le manquer. On va encore le pratiquer. Là, on l'a fait une fois, c'est pas assez. On va repratiquer encore immédiatement. Mais vous comprenez, c'est ça, le genre de questions que vous pourriez avoir dans l'examen final. Et surtout, vous avez vu tantôt, je vous ai lu mot à mot un compte-rendu d'un étudiant qui avait fait l'examen LOA-CQ, puis c'était mot à mot pratiquement la question. On donnait la valeur, les bénéfices, l'augmentation, le taux d'actualisation, puis go. Il n'y avait même pas de frais supplémentaires. Il n'y avait même pas de placement ou de dette. Il y avait juste le mois valeur de l'entreprise. Fait que vraiment, c'était pas plus difficile que l'exercice qui est ici, mais c'est ça. Il faut faire attention malgré tout. Vous allez me faire un autre numéro. Donc là, on avait fait le numéro ici. On va aller faire le numéro 12. Donc, page 175, numéro 12 ici. Donc, je vais juste aller l'afficher à l'écran, ça ne sera pas bien long. Regardez ça ici. Ça, c'est quoi? 15, on recule un peu. Numéro 13, on va l'avoir. Numéro 12 ici. Donc, enlevez votre pouce que vous aviez placé tantôt. Donc, enlevez le pouce. Et on y va. On refait un autre numéro ici. Donc, numéro 12, page 175. Ça devrait bien aller. Allez-y et placez votre pouce une fois que vous avez terminé.
Encore une dernière petite minute. N'oubliez pas de placer votre pouce quand vous avez terminé. Et on fait le tour de la solution dans pas très très long. Regardons ensemble la solution et après ça, on passe à notre autre sujet. Donc, on va attaquer une autre méthode de calcul et on aura des exercices. Calcul plus simple que celui-ci. Donc, si celui-ci va bien, l'autre d'après va être encore plus facile. On va regarder ça en quelques instants. Juste aller me positionner à la solution. Fait que vous imaginez bien, hein, j'ai pas besoin de vous l'imprimer sur un mur en arrière, qu'à l'examen final, il y a de très fortes chances qu'il y ait au moins une question sur ceci. C'est normal, on l'a pas vu encore jusqu'à l'intra. L'intra, c'était pas rendu là. Donc, c'est sûr qu'attendez-vous qu'il y a une question par rapport à ceci et ainsi que ce qui suivra ensuite. Donc, on avait ici nos scénarios, on avait notre bénéfice avant impôt, l'augmentation, les impôts de chaque année, taux d'actualisation. Eh bien, il fallait trouver les bénéfices nets après impôt. Bénéfices nets après impôt. On avait un taux d'imposition différent ici. On avait 43 % d'impôt. 1,5 million la valeur de l'entreprise dans 5 ans. Donc, on y va. Donc, il fallait 60 000 moins 43 % et ensuite augmenter de 3 % le tout au fur et à mesure. Soit vous augmentez le 60 000 de 3 % et vous enlevez l'impôt, ou vous rajoutez 3 %. Ici, mathématiquement, ça donne la même chose. Allez-y avec la façon que vous êtes le plus à l'aise. Et voilà les 5 bénéfices nets ici après impôt. Et là, on partait. Donc là, on partait CFO. On ne met rien dans cette méthode-là ici. C01, vous commencez à connaître la méthode en C01, 2, 3, 4, 5. Et n'oubliez pas qu'à la toute fin, c'est comme le TRI, les bénéfices de la 5e année, et j'ai une valeur en main. J'ai une valeur en main. Si je vends l'entreprise, j'ai cette valeur-là. Donc, il faut la mettre dans C05. Évidemment, on ne va pas dire qu'on veut vendre l'entreprise, mais si on le faisait, voilà ce qu'on aurait. Donc, voilà pourquoi ça rentre dans une somme qui représente quelque chose 5 ans plus tard. Le taux d'actualisation, 49 %, et on avait un NPV de 266 861. Évidemment, il est bas parce qu'on a quasiment 50 % d'exigence, et on ajoute et on enlève placement et dette, ça donnait 228 000 offerts. 228 000 offerts, 861 ici. Question clavardage, oui ou non? Vous êtes tombé sur 228 861 à la toute fin de l'exercice. Évidemment, supposant que le reste au préalable, si cette réponse-là est bonne, c'est que le reste est bon aussi, évidemment. Donc, je regarde, excellent, merveilleux.
pas plus compliqué que ça. Si on vous pose la question à l'examen final, faites attention au pitonnage, allez pas trop vite, mais voilà ici ce qu'on avait à faire. 229, 419, vous avez 229. Il y a peut-être une petite différence. Non, normalement, vous devriez arriver pas mal sur la réponse. Vous devriez arriver pas mal à 228 861. À 229 419, on est un petit peu à côté. Il y a quelque chose, il y a probablement une donnée qui a été, évidemment. Le NPV, vous avez 267 085. À ce moment-là, je vous inviterais, Sylvie, de revérifier chacune des données qui sont ici. Vérifiez chacune des données qui sont ici. À mon avis, il y en a peut-être une qui a été rentrée avec un mauvais chiffre. Exemple, 38 592 au lieu de 492 à la fin, parce que vous êtes très proche. Très proche. Et vérifiez aussi que vous êtes bien à 49 % de taux d'actualisation. Vous n'avez pas marqué 48 par erreur, quelque chose comme ça. Mais normalement, vous devriez arriver pile poil. Ici, moi, j'ai oublié de déduire le 12 000, j'ai acheté 50 000, je n'ai pas arrondi. Mais c'est pas une question d'arrondissement. Vous devriez arriver à 266 861, peut-être quelques sous, mais pas plus que ça. Ben, vous êtes quand même à 267. Je pense pas que les scènes joueraient à ce point-là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait sans arrondir les scènes? Et est-ce que vous êtes arrivé? Normalement, il ne devrait pas avoir quelques milliers de dollars, parce que ça serait bien étonnant que ça donne une si grosse différence. Donc, savoir un peu les autres, est-ce que sans arrondir, est-ce que vous êtes arrivé? Regardez, Sandrine nous dit 228 860 et 70. On parle de 30 cents de différence. Donc, OK, vous avez une erreur, année numéro 4. Pitonnage, 50% des erreurs. Donc, je vous dis, prenez le temps, tout le monde, de revérifier les données que vous avez rentrées. Imaginez un choix de réponse. On arrive devant les 4 choix de réponse. Ah, c'est pas dans la liste, évidemment, parce que ça marche pas. Et là, on est évidemment. Non, il ne faut pas être en béguine, Yvan. On n'est plus dans les loyers. On n'est plus dans les espaces locatifs qu'on avait, là, évidemment, un petit peu précédemment. Donc, on est en N. Mais normalement, le begin ne devrait pas changer grand-chose. La fonction CF, je ne crois pas qu'elle est affectée par le begin. Changez-la en N, mais ça ne devrait rien changer. Ça devrait fonctionner pareil. Normalement, c'est un autre principe. C'est des revenus qui rentrent par année, globalement. Mais vérifiez, mais je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. À mon avis, Yvan, c'est que vous avez une donnée. Ça peut être pas grand-chose. Et vous avez inversé 2 chiffres. Ça se peut que ça soit ça. Et on a beau revérifier, on ne le trouve pas. Dans ce temps-là, on fait un clear, puis on recommence. À un moment donné, mieux vaut tout scraper et recommencer que de tenter de chercher des erreurs. Maintenant, on ne la voit plus, l'erreur. On regarder, et on ne l'observe plus. Donc, voilà ici la réponse que ça devait vous donner. Sandrine nous confirme là, que ça arrivait à 30 cents de différence ici. Donc, si vous n'êtes pas arrivé, reprenez le temps de valider chacune de vos réponses. C'est sûr qu'une petite donnée quelque part, des fois bien cachée, qui n'est pas évidemment la bonne. Là. Je reviens au manuel ici. Arrondi, on y arrive. Vous êtes censé y arriver. Vous êtes censé arriver, arrondi ou non, pratiquement à la bonne réponse. Si on a quelques milliers de dollars, comme on voyait ici. C'est 3 % par année. Oui, c'est 3 % par année. C'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait ici. En fait, vérifiez, avant de commencer à rentrer dans la calculatrice, vérifiez que vous avez ceci. Ça, c'est votre contrôle ici, là. Vérifiez que vous avez ces 5 revenus. Bénéfices, en fait. Ces 5 bénéfices ici. Donc, avant d'aller dans la calculatrice, est-ce que ça, c'est bon? Si ça, c'est bon, OK. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, et encore là, assurez-vous de l'avoir rentré correctement dans la calculatrice, comme on a vu tantôt, le numéro 4 tantôt, il n'était pas correct. Donc, il faut faire bien attention. Allez pas trop vite. Ça ne vaut pas la peine de manquer la question parce qu'on veut gagner 15 secondes. Validez le tout. Vous savez, le pitonnage, là, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Je reviens ici, avant qu'on attaque la suite au niveau des calculs. Je crois que c'est une bonne chose de faire les 3 % pour et tout émettre les réponses dans STO. Ça serait le mieux possible. Mettre dans la mémoire, ça vous évite de faire des erreurs. Ça évite beaucoup de faire des erreurs. Utilisez les mémoires STO 1, STO 2. Et quand vous voulez les rappeler, Recall 1, Recall 2, RCL, parce que la transcription de données, c'est là qu'il y a un risque d'erreur. Ça, c'est certain. Si j'ai à le pitonner puis vouloir le faire rapidement, je vais utiliser les mémoires de la calculatrice. Je vais gagner beaucoup de temps
et je vais réduire évidemment la chance d'erreur. Dans la question qui avait été posée à l'époque à l'examen de loi CQ, j'avais gardé une deuxième partie et toujours dans la question que l'étudiant avait eue à l'époque, il y avait ceci. Dire quelles sont les faiblesses de ce type d'évaluation. Eh bien, ici, les faiblesses, c'est quoi? Je projette l'avenir et je me demande aujourd'hui combien je devrais acheter l'entreprise. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir? Regardez juste par hasard, pas par hasard, par exemple, les taux d'intérêt, la pandémie. Hein, il y a eu plein de choses. Qui aurait pu prévoir en 2019 qu'on s'en irait vers une pandémie mondiale? Personne n'aurait pu prévoir ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ceci? Premièrement, que les revenus sont incertains. Ça marche comme méthode, mais il faut que les bénéfices soient au rendez-vous. Vous avez vu avec la pandémie, ça avait été un restaurant, aïe aïe, manger une méchante volée. Beaucoup d'entreprises ont mangé une volée, ont disparu durant cette situation-là des 2 dernières années, parce que justement, le marché était complètement changé. Même l'aviation, les compagnies aériennes, rappelez-vous, a fallu que le gouvernement aide les compagnies aériennes parce qu'elles ne passaient pas à travers. Comme ça leur permettait de rester en vie plus longtemps et continuer à nous charger, évidemment, des frais astronomiques. Donc, bref, les revenus sont jamais garantis dans l'avenir. L'inflation est inconnue. Vous le vivez en ce moment. Vous l'avez en ce moment, la raison de l'inflation, à des 6, des 7, des 8 % aux États-Unis. De quoi faire perdre les élections à Biden si jamais il se présente. Donc, bref, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, l'inflation est extrêmement coûteuse pour les transports, pour les matières premières, pour les entreprises qui ont besoin d'acheter pour transformer et revendre. Ça a un impact majeur. Donc, l'inflation va influencer les bénéfices et on ignore complètement les montants d'argent à investir pour le maintien de ces rendements. C'est bien beau faire des projections, et mettez-vous dans la peau, et les plus vieux vont se rappeler de ceci, les plus jeunes n'ont peut-être jamais connu. Le BlackBerry. Rappelez-vous le BlackBerry de Research in Motion, compagnie canadienne, qui avait un magnifique téléphone. C'était un très bon téléphone à l'époque. Hey, avoir un BlackBerry, t'étais hot en temps. Aujourd'hui, t'étais dans un musée, mais t'avais un BlackBerry, et tout d'un coup, arrive du jour au lendemain, Apple, avec son téléphone, pas de bouton. Pas de bouton. Il n'y avait aucun bouton dessus, le premier iPhone. C'était la révolution. Les gens sont tombés à terre. Comment ça va marcher? Pas de bouton. Puis regardez aujourd'hui ce qu'on est rendu. Puis regardez ce qui est BlackBerry aujourd'hui. Donc, jamais la compagnie, elle aurait pu faire des projections, mais ne pouvait pas imaginer l'argent nécessaire pour maintenir les rendements. Parce que du jour au lendemain, tes équipements ne sont plus à jour, sont désuets, peuvent également devoir s'améliorer parce que le produit ne répond plus aux besoins du marché. Donc, c'est bien beau de dire pendant 5 ans, je vais vendre certaines choses. Mais si tu es un compétiteur ou n'importe quoi te pousse dans le derrière à évoluer et tu n'es pas prêt, ça va te coûter des sommes astronomiques pour, justement, passer. On le voit un peu avec les compagnies automobiles. Les compagnies automobiles viennent de voir que le virage électrique, les voitures électriques, il y a des compagnies, je n'aimerais pas, qui viennent d'allumer les autres là. Ils viennent de comprendre, ben regardons ça, Tesla vend des voitures, c'est qui ce monde-là? Et là, ils commencent à investir beaucoup d'argent. Volkswagen le fait avec un gros virage. Il y a d'autres compagnies japonaises qui viennent d'allumer les autres. D'autres viennent d'arriver sur la planète Terre. Là, regardons ça, ça serait peut-être important qu'on fasse des chars électriques. Et là, c'est des grosses sommes. Là. C'est l'urgence de mettre de l'argent parce qu'ils se rendent compte que toutes les autres compagnies les rattrapent. Tesla vend des quantités. C'est encore infime par rapport au reste de la planète. Mais c'est quand même une compagnie qui est partie de zéro puis qu'aujourd'hui, ils vendent des millions de véhicules. Donc, les autres compagnies qui pensaient avoir le champ libre se disent « Oh, attends une minute, là, le marché change. » Donc, tout ça fait en sorte que cette méthode-là a ses inconvénients. Et voici des exemples d'inconvénients ici. Donc, ça a été demandé à l'examen de l'OACQ. Pourquoi la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie n'est pas parmi les meilleures méthodes? Parce que tout simplement, non, je recommence la phrase. Elle est une bonne méthode, mais elle a des inconvénients qui peuvent la rendre moins efficace. Et entre autres, ce sont les revenus, l'inflation et les sommes à dépenser pour maintenir les bénéfices. Et voilà. Donc ça se rappeler parce que, examen d'OACQ, ils ont demandé quand tu prévois l'avenir, tu as toujours une composante d'incertitude. Quand tu regardes le passé, c'est la réalité. C'est ce qui s'est produit. Donc, c'est clair, net et précis, les chiffres sont là, ils ne peuvent pas changer. Quand tu regardes l'avenir, ce qui va arriver dans le futur, évidemment, ça peut être imprécis. Maintenant, autre méthode de la méthode des rendements. Donc, on avait la méthode des rendements, 2 sous-méthodes, actualisation des bénéfices nets et
il va y avoir ici la capitalisation du bénéfice net après impôt. Donc, la méthode d'avant, on a pris le futur et on le ramène en date d'aujourd'hui. Eh bien, celle-ci, elle va regarder le passé, puis elle va dire, ben écoute, si le passé, il s'est passé comme ça, sans faire de mauvais jeu de mots, ben, il n'y a pas de raison que l'avenir ne continue pas dans le même sens. Quand vous voyez sur le fleuve Saint-Laurent un cargo, là, un gigantesque bateau, un bateau de croisière, peu importe, qui s'en vient lentement, dans une minute, est-ce que vous pourriez soupçonner où ce qui va être? Ben, s'il s'en vient lentement de même, dans une minute, devait être rendu là. Comprenez la logique? Donc, si le passé se comporte d'une certaine façon, ça devrait être une orientation de la suite des choses. Eh bien, c'est ça la méthode de la capitalisation ici. Dans la quatrième année, j'ai fait, ça donne 65 000, moins 42. Moins 42, ça ne peut pas vous donner, comment vous avez dit? Ça ne peut pas vous donner 3 000 $. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir 3 000 $ sur 65 000 moins 42 %. Il ne peut pas vous rester 3 000 $. C'est impossible. C'est totalement impossible ici. Donc, c'est totalement impossible. Juste que ce que vous m'écrivez, c'est pas possible. Vous avez 65 000 $, vous en enlevez à peu près la moitié. Vous voyez, donc il y a une erreur de pitonnage quelque part. Si vous arrivez à 3 000, comment vous avez pu arriver à 3 000? Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé, c'est où? 3 026, c'est le montant déduit. 3 026, c'est le montant déduit de départ. J'ai fait 42 et 43. OK, vous avez le mauvais pourcentage. Vous avez le mauvais... C'est juste ça. Donc, si je comprends bien, vous avez fait et non 43. Pitonnage. Je vais faire mettre une pancarte derrière, ça va être marqué pitonnage. Non, c'est correct. Posez-la votre question, Sylvie. Il faut que vous la posiez. C'est de même que vous trouvez l'erreur, c'est de même que vous ne le ferez pas dans l'examen final. Si vous êtes pour le faire, l'examen final, ça va être bien plate. Et bien plate pour celui qui corrige aussi. Donc, non, c'est bon qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout pour trouver pourquoi. Finance commerciale, c'est pas un cours facile. Donc, il faut à chaque fois qu'on trouve pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis quand ça marche, good. Mais on ne veut pas que vous ayez cette erreur-là à l'examen ou à l'OACIQ parce que vous savez évidemment les conséquences que ça peut entraîner. Et on veut vous éviter absolument. Ça peut être quasiment 6 mois de votre carrière de perdu, là. Si vous calculez tout le temps au complet, de recommencer un cours ou de recommencer un examen de l'OACIQ, c'est des mois de perdu, là. C'est coûteux et c'est évidemment décourageant pour la carrière. Donc, voyons un peu comment ça marche. Donc, le principe sera exactement le même, mais à l'envers. On va regarder le passé, puis on va dire, hey, si le passé c'est arrivé comme ça, ben l'avenir devrait suivre la même tendance. Ça veut dire quoi? On va avoir, encore une fois, un taux d'actualisation, un taux de capitalisation, et on va utiliser le taux de capitalisation sur le passé, et non pas sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on va regarder, vous autres, dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé. Bon, dans le passé, c'était ça les bénéfices. Sachant les bénéfices qu'on retrouve dans le passé, si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, à ce moment-là, je m'attends qu'aujourd'hui et dans le futur, la suite soit à peu près pareille. Si ça fait 20 ans que Bell Canada, BCE, fait tant de bénéfices à peu près pareil, exemple, puis qui monte tranquillement, pas vite, comme une espèce de montagne russe très lentement, pourquoi l'année prochaine, ça ne devrait pas être la même chose? Qu'est-ce qui change? C'est ça la philosophie. Donc, il y a 2 étapes à faire dans nos calculs. La première étape, c'est qu'on aura un taux de capitalisation, mais pour simplifier le calcul, parce que c'est une règle de 3 en réalité. C'est une simple, maudite règle de 3. On va prendre le taux de capitalisation comme le 43 % ou 42 %, peu importe, c'est des taux de capitalisation, là, on s'entend, taux d'actualisation, et on va l'inverser. C'est juste pour se simplifier la vie au niveau des calculs. Quand on inverse un taux, c'est pas compliqué, c'est 1 divisé par le pourcentage. Et ça transforme en un multiplicateur. Quand on inverse un pourcentage, ça devient un multiplicateur. Mettons, 1 sur 40 % va donner un facteur multiplicateur qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce facteur multiplicateur qu'on va calculer, on va appliquer ce facteur à la moyenne des bénéfices les plus récents et qui se ressemblent. L'idée, c'est qu'on recherche la stabilité.
plus les derniers bénéfices des dernières années sont stables, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent, plus on aura une solidité dans la valeur de notre entreprise. Si ça fait quelques années que ça se ressemble, ça veut dire que l'avenir devrait être assez réaliste en termes de résultats. Si les bénéfices s'en vont comme ça tout croche, c'est dur à planifier, c'est dur à prévoir la valeur de l'entreprise dans un cas comme ça. Et voyons un petit exemple ici de comment on arrive au calcul et surtout ce qui va être important, ça va être ceci. La valeur de l'entreprise sera le facteur multiplicateur multiplié par la moyenne des bénéfices après impôt. Ou si vous préférez, la règle de 3. C'est-à-dire le pourcentage sur 100 est égal au bénéfice sur la valeur de l'entreprise. Petit exemple. Voilà les bénéfices nets après impôt. Après impôt, toujours après impôt, ça ne change pas. Première année, on a fait 12 000. Deuxième année, 28 000. Troisième année, 40, 67, 69, 66. Selon votre analyse personnelle, votre jugement, quand vous regardez les 6 années que vous avez ici, est-ce qu'il y a quelques années, vous pourriez, par votre jugement personnel, dire ce groupe d'années démontre une certaine stabilité, une certaine solidité au niveau, c'est-à-dire ça ne fluctue pas trop, et quelles seraient les années que vous jugez seraient les années ici? Farida, vous dites 4 et 6, sauf que vous ne pouvez pas sauter. Vous ne pouvez pas sauter, il faut que ça soit... Il ne peut pas dire, la 8e, puis la 14e, puis la 26e. Ben oui, mais ce n'est pas une stabilité linéaire dans le temps. Vous pensiez dans le temps. Donc, une ligne du temps. Et donc, vous aviez raison, Farida, malgré tout, que de 4 à 6, on se dit, ben écoute, ça semble étoffé, ça semble solide, ça semble stable, ça semble se maintenir au niveau de la valeur. Plus ça se maintient pendant un certain nombre d'années, plus notre résultat serait fiable. Si je vous donnais 67, 140, 2, 2000, 25 000, 100 000, on partirait dans toutes les directions. Donc, 4, 5, 6 semble avoir un effet. On voit que ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Mais, qu'est-ce que vous me dites? Soit vous dites mais, je vais attendre le reste de votre phrase ici. Comme je dirais, mais quoi? Donc, écrivez-moi votre intervention ici. Il y a toujours les oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que quand on évalue une entreprise, il n'y a pas juste les chiffres. Il y a aussi les circonstances. Et c'est pour ça qu'on va parler des bénéfices normalisés. Bénéfices normalisés, ce que ça veut dire, tout simplement, je vous donne un exemple. Si à la 6e année, on avait dit le bénéfice est de 46 000 parce qu'il a fallu payer 20 000 exceptionnellement pour régler une poursuite, par exemple. On a réglé la poursuite, c'est fini. Donc, on a fait 46 000 au lieu de 66 000. Ayant une information comme ça, sachant que le bénéfice aurait été, il est en réalité de 66 000, j'aurais utilisé 66 000 pour les fins. C'est ce qu'on appelle un bénéfice normalisé, c'est-à-dire de dire on va normaliser certaines données ou s'il y a une information qui est spontanée, exceptionnelle, non récurrente et qui affecte temporairement nos bénéfices qui ne reviendra pas plus tard, on peut ajuster le bénéfice en disant, écoute, s'il n'y avait pas eu la poursuite, on aurait eu 66 000. Donc, je l'aurais pris pareil comme donnée. Donc, il faut normaliser un peu en disant, s'il y a des faits particuliers, quels auraient été les bénéfices sans les faits particuliers? Comme beaucoup d'entreprises font, ils avisent tout simplement qu'un cas exceptionnel, une charge exceptionnelle, mais que, normalement, elle ne serait pas là. Reprenons nos données. La valeur ici va être basée sur ces 3 informations. 67, 69, 66. Et on vous dit en plus, la valeur de la dette reprise par l'acheteur est de 10 000 $ parce que les dettes et placements et immeubles, ça ne change pas. À la toute fin, tu déduis les dettes ou tu rajoutes les placements, les immeubles et compagnie. Eh bien, voilà comment on ferait le calcul. Sachant un taux de capitalisation de 42 %, on va inverser le taux. On va l'inverser pour obtenir notre facteur multiplicateur. Vous pourriez le faire avec la règle de 3, mais il y en a qui sont moins à l'aise avec la règle de 3. Vous trouvez
le facteur multiplicateur. 1 divisé par 42% égale 1 divisé par 42% égale. Et vous obtenez 2,38 fois. Et vous prenez maintenant le taux obtenu en haut fois la moyenne des bénéfices que vous jugez stables. Les bénéfices qui se ressemblent le plus. Eh bien, la moyenne des trois ici, ça donne 67 333 fois 2,38, 160 253. On enlève la dette de 10 000 que je suis d'accord de reprendre. Je vais t'offrir 150 253. Eh bien voilà. C'est aussi niaiseux que ça. La philosophie est la suivante. Mon taux de capitalisation, qui était ici de 42%, c'est en réalité la proportion des bénéfices par rapport à la valeur. Donc, les bénéfices par rapport à la valeur, c'est 42%. Eh bien, c'est une règle de 3. Si les bénéfices sur la valeur représentent 42 sur 100, j'ai les bénéfices moyens, j'ai le 42, mais je n'ai pas la valeur. C'est la règle de 3 qui nous permet. Mais si on veut simplifier la vie, on inverse le taux et on multiplie par la moyenne des bénéfices que nous jugeons les plus stables, et on déduit les dettes, on ajoute les immeubles ou placements à la toute fin. Et bien voilà. Si le passé est stable, ma valeur aujourd'hui est fiable. Souvent la question c'est, oui, mais si jamais c'est pas stable, mettons que c'est tous des bénéfices qui partent dans toutes les directions, bien prenez la dernière année, la plus récente, et dans vos actions, vous dites à votre client, madame, monsieur, c'est pas une méthode qui est fiable. Basée sur les derniers bénéfices, voici, mais compte tenu qu'il n'y a pas de stabilité, la valeur n'est pas fiable. Il faudrait peut-être trouver une autre méthode d'évaluation, parce que celle-ci, elle marche bien quand on semble avoir un passé qui se tient. Si on a des bonnes fondations, un bon passé qui se tient, on a une bonne valeur. Si la valeur s'en va comme ça dans toutes les directions, des fois tu es dans le haut de la vague, des fois tu es dans le creux de la vague, la valeur de l'immeuble, pas l'immeuble d'entreprise, va évaluer beaucoup. Donc, il faut faire attention. Il faut, idéalement, au moins une moyenne de quelques bénéfices du passé qui se suivent pour avoir une solidité dans les réponses. Cet exercice, on va aller calculer ça ensemble. Cahier d'exercice. Donc, cahier d'exercice, on retourne dans votre cahier, page 175 et suivant dans ce coin-là. Je vous dis quel numéro qu'on va faire. Ça sera pas bien long, juste ici. Vous allez me faire le numéro 13 ici. Numéro 13. Donc, vous y allez, enlevez votre pouce. Je vois qu'il y a des pouces qui avaient été laissés tantôt. Donc, enlevez tout le monde votre pouce. On vous donne des bénéfices nets après impôt. Le taux d'actualisation est à 32%. La dette assumée par l'acheteur est de 5 000. La valeur de l'entreprise et le prix offert, évidemment, ça va avec. Allez-y. Numéro 13 et placez votre pouce. Quand vous avez terminé, c'est pas très long. Et on regarde ça ensemble dans quelques instants.
Encore 30 secondes et on regarde la réponse. On va faire deux autres pour pratiquer. On va avoir terminé cette matière-là. Je parle de cette démarche-là ici. Donc, question 13. On va aller voir ça ici, page 356. C'est pas plus compliqué que ça. On va aller regarder. Ça sera pas bien long. Temps de trouver la page, parce qu'à chaque fois, il faut chercher la page. Donc, question 12. Question 13 ici après. Et voilà. Donc, on a ici nos bénéfices nets après impôt. Et il faut essayer de trouver de la stabilité. Il faut se dire, y a-t-il là-dedans des bénéfices que je pourrais juger qui sont très semblables? Si je regarde 35 et 37, c'est très proche. Le 29, un peu loin, hein? Il y a comme 8000 de différence entre les deux ici, alors qu'ici, il y a 2000 de différence. On y va toujours avec le jugement, mais on peut se dire que peut-être ces deux-là sont un peu plus proches. Puis le 29, il y en a peut-être qui l'ont pris. Il était un peu plus loin. L'écart est quand même assez grand ici, évidemment. C'est une question d'opinion. Ça dépend. Si on avait eu 34 000, qu'est-ce qu'on aurait fait? Si on avait eu 35 000. Mais ici, on juge que 2 000 d'écart versus 8 000 d'écart, ça commence à être majeur, surtout qu'on est dans les 30 000. Ça fait quand même une bonne différence. Donc, on a décidé ici d'y aller avec les deux données ici qui se ressemblaient quand même très proches. 35 et 37. Moyenne
36 000, n'oubliez pas que c'est à l'origine, évaluer quelque chose est une opinion de la valeur. Donc, c'est sûr que l'opinion ici, c'est de dire, ben, ces deux-là sont peut-être plus proches ensemble que d'inclure le 29 000. Donc, sur 32 % ici, on inverse notre taux de capitalisation et ça donne ici 112 500, c'est-à-dire 3,125 fois la moyenne des deux, 36 000, donc 3,125, auquel on retire la valeur de la dette et ça donne ici 107 500. Donc, valeur finale ici, 107 500. Si on y allait avec les deux qui étaient très, très, très proches et que, évidemment, on y allait avec les dettes retirées. Moi, je suis arrivé à 100 000, j'ai pris la moyenne des trois. C'est pas une démarche qui est fausse, mais il faut revenir à un des principes de la méthode. On veut une stabilité. Est-ce que vous jugez que 8 000 d'écart sur une valeur d'à peu près 30 quelques mille, c'est quand même 25 % de tout le montant, alors que 2 000 d'écart sur 30 quelques mille, c'est beaucoup moins. Donc, c'est même moins 10 %. Donc, c'est à vous d'appliquer un jugement. Entre 29 et 37, il y a quand même une bonne augmentation. Si ça avait été 8 000 sur 400 000 de bénéfices, c'est autre chose. Mais là, on est sur une trentaine de mille de bénéfices. Ça commence à être majeur. Tu sais, c'est pas si stable nécessairement en proportion, en pourcentage. C'est quasiment 20 quelques % d'augmentation. Donc, c'est sûr que ça frappe beaucoup plus qu'un 7, 8, 9 % d'augmentation. Fait à vous de juger, mais l'idéal, c'est vraiment de cibler. C'est pas la quantité qui compte, c'est la stabilité. Donc, j'en ai juste deux, mais qui sont très proches des dernières années. C'est peut-être mieux que les 3 ou les 4 ou les 5 dernières années qui seraient peut-être plus variables. Donc, il faut faire attention. C'est ça qui est la philosophie. C'est d'appliquer un jugement dans la plus grande partie qui est stable au début. Maintenant, on va en faire deux autres, très rapides, parce que vous connaissez la méthode maintenant. Vous allez retourner dans le cahier et on va aller faire numéro 10 et numéro 14. Donc, numéro 10 et numéro 14, c'est pas très long à faire. On aura terminé une bonne partie de ce sujet-là. Donc, numéro 10 et numéro 14, je vais les indiquer ici. Donc, enlever votre pouce, évidemment, 10 et numéro 14, placer, comme d'habitude, donc placer le pouce, une fois terminé. Donc, le passé doit être stable pour nous démontrer l'avenir, évidemment. Donc, voilà ici, vous y allez, 10 à 14, placez votre pouce quand vous avez terminé, et après ça, on terminera les derniers aspects de calcul du chapitre, et après ça, on parlera des conseils également, et on va finir notre journée. On aura bien pratiquement fini le chapitre 7. Prochain cours, un petit peu encore, et on attaque la comptabilité, dernier chapitre. Donc, allez-y, placez votre pouce quand vous avez terminé.
N'oubliez pas de placer votre pouce quand vous avez terminé. On se donne quelques minutes pour terminer le tout. Allez chercher un maximum de pouces, quelques minutes et on corrige. 1 ou 2 minutes et on corrige. Regardons le résultat du numéro 10 et 14. On va aller voir ça. Ça ne sera pas bien long. Je vais basculer à la portion des réponses. Question de révision, page 356 pour la solution. Je vais aller chercher le tout. Donc, c'était vraiment un petit survol de ce qu'on avait fait juste avant. Donc, on va aller chercher ceci. Donc, question 12. On va reculer un peu. On recule un peu. Question 10 ici. Ça, c'est question, en fait, 9. Ici, ça va être juste après. Un petit coup encore ici. Donc, numéro 10, c'était très simple. Il n'y avait vraiment pas grand-chose ici. On avait des années. On cherche la portion la plus stable. Et la portion la plus stable, on pourrait dire qu'elle est ici. Hein. Les 2 dernières années ici, 50 et 49, ça se ressemble beaucoup. Donc, on juge que c'est une portion qui est évidemment plus stable que le reste. Et bien voilà. Donc, on va y aller avec ces deux-là, qui donnent une moyenne de 49 500. 49 500 ici. Et on inverse le taux de capitalisation, donc 1 sur 40%, qui donne 2,5% ici, 2,5%. Excusez, pas 2,5%, 2,5 fois. Donc, je voyais le pourcentage de 40 et je disais en diagonale, donc c'est 2,5 fois. Donc, ça devient un multiplicateur et on utilise la moyenne, 2,5 fois la moyenne de 49 500, 123 750. Il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de rien d'autre qu'on reprenait. Très simple. Est-ce que vous êtes arrivé à 123
750 pour le premier calcul. Je vais regarder ce qui rentre au clavardage. L'inverse aurait été évidemment particulier. Donc, oui, vous l'avez eu. En plus, c'était plus simple que l'autre d'avant. Fait qu'excellent. On va aller voir numéro 14 pour finir ce sujet. Donc, numéro 14, juste ici, donc, on avait les infos. Et là, il y avait une petite différence, c'est qu'il fallait enlever l'impôt. Il fallait enlever l'impôt parce que c'est le bénéfice net après impôt. Et là, on vous donnait des bénéfices avant impôt. Et on pouvait se dire qu'on y allait avec ces trois-là ici. Hein? Ces trois-là, on voit vraiment qu'ils sont ressemblants. Et ça, c'est très pareil, très semblable. On est dans la même proportion, hein, 66, 69, 67. Alors qu'après ça, on tombe à 28. C'est beaucoup plus loin. Donc ici, si on regarde ce que ça donne après impôt, on avait enlevé l'impôt de 30 mais c'est toujours très proche. Regardez, nos deux sont très, très proches ici. Donc 46,2, 48,3, 46,900. Donc très, très semblable. On va en faire la moyenne directement. Donc on considère que ces trois-là représentent une certaine stabilité au niveau de la valeur. On en fait la moyenne ici, 47 133. Et on inverse notre taux de capitalisation, 2,381. Ici, on augmente de combien? Non, mais vous n'augmentez pas, Sylvie, vous n'augmentez pas, ce sont des données du passé. Vous n'êtes pas en train de projeter l'avenir. Ça, ce sont des données antérieures, vu que la méthode de la capitalisation regarde le passé pour orienter le futur. Ce sont les vrais bénéfices qui se sont produits dans le passé. Donc, vous n'avez pas à les augmenter. Il faut tout simplement prendre les bénéfices antérieurs et enlever l'impôt pour avoir le bénéfice net après impôt. Ce que vous faites référence, c'est ce qu'on a fait tantôt. Mais tantôt, c'était une projection du futur. Vous voyez la différence? Donc là, oui, vous devez projeter l'avenir en supposant qu'ils augmentent. Mais ici, vu que c'est du passé, on travaille avec les vraies données du passé, mais on cherche une stabilité à l'intérieur des résultats. Donc, la stabilité donne une moyenne de 47 133, auquel, ici, on va être multiplié par notre facteur de 2,381. Bon, vous avez peut-être arrondi, mais 2,381, et qui donne une valeur de l'entreprise d'approximativement de 112 224. Évidemment, si vous avez arrondi un peu le facteur, ça va changer de quelques dollars. C'est pas bien grave, on ne s'énerve pas avec ça. Mais voilà ici ce que ça donnait comme résultat. Je repose ma question. Qui est arrivé à cette bonne valeur-là ici au niveau de notre deuxième qu'on avait à faire, numéro 14? Est-ce que ça a bien fonctionné? Je regarde ce qui rentre au clavardage ici. Premier cours où on réussit presque tout. Premier cours où on réussit, et tantôt Isabelle, rappelez-vous, au début, j'avais dit, chapitre 7, il peut faire peur, mais les calculs ne le sont pas. Les calculs sont quand même à un niveau de difficulté raisonnable, puis vous voyez, puis là, on a fait le pire. Le chapitre 7, le pire des calculs est fait. Ce qui reste est encore plus simple. Fait que c'est vraiment, c'est différent. Vous dites c'est plaisant, oui, c'est différent. On est dans un autre sujet. Attendez peut-être, par contre, le chapitre 8 avant d'être sauté de joie. Vous allez peut-être me détester un peu plus. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des gens qui font votre examen à l'OACQ. Donc, on en reparlera rendu là. Mais bref, voilà ici le dernier calcul. Donc, pas très complexe. Je retourne dans le manuel, finir un dernier point. Et après ça, on va être bientôt à la fin. On aura déjà une bonne partie du chapitre 7. Après ça, il n'y aura plus de calcul. Ça va être fini. Juste quelques points importants à savoir. Et on va passer au chapitre 8. Donc, on était ici dans le manuel et on est rendu à la dernière méthode. Heureusement, c'est simple. C'est pas difficile. Vous allez voir, c'est plus facile de ce qu'on a fait. La méthode des actifs. Donc, la méthode des actifs. Et juste tantôt, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas dit à voix haute tantôt, mais tantôt, quelqu'un m'avait écrit en privé, comme quoi, m'avait envoyé un message sur Mio. Je vais le regarder plus tard. Je n'ai pas été voir le message sur Mio, là, une question par rapport à quelque chose. Je l'ai vu passer tantôt, je ne l'ai juste pas dit. Donc, j'ai bien vu. Et quand je vais avoir terminé le cours, j'irai dans Mio consulter le tout là, un petit peu plus tard. Donc, méthode des actifs. On a vu la méthode du marché. On vient de finir la méthode des rendements. Il reste la méthode des actifs. On va regarder vraiment ce que possède l'entreprise et, voyant ce que possède l'entreprise, on va évaluer la valeur de notre entreprise. C'est-à-dire si elle a des actifs, des dettes, des passifs, et c'est comme ça qu'on va évaluer. Évidemment, le chapitre 8 il ira de façon plus exhaustive dans le bilan, dans l'état des résultats, les états financiers
On verra ça plus en détail au chapitre 8. Mais quand même certaines bases. Dans les méthodes des actifs, il y a 3 méthodes. 2 que vous devez connaître, surtout d'un point de vue théorique, et une qui impliquera quelques petits calculs. La valeur comptable. Qu'est-ce qu'on appelle une valeur comptable? Une valeur comptable, c'est la valeur où on va prendre tout ce que l'entreprise a et on va déduire tout ce qu'elle doit. Donc, quand on appelle une valeur comptable d'une entreprise, c'est de dire tous les actifs, ça c'est le positif, c'est l'argent, c'est les biens, tout ce que possède l'entreprise, moins tout ce qu'elle doit. C'est ce qu'on appelle une valeur comptable au sens de l'évaluation des entreprises. Par exemple, l'entreprise a 2 millions d'actifs, 800 000 de dettes, sa valeur comptable est d'1,2 million. C'est une méthode qui sous-estime la valeur des entreprises. Si on pense un peu, on parlait de Tesla tantôt. Quand Tesla a commencé, au début, là, je ne parle pas en ce moment, là, au début, ne produisait pas de voitures, pratiquement rien, avait quand même des actifs qui n'étaient pas comme aujourd'hui, les dettes c'était quelque chose. Les gens, même des gens se sont posé la question s'ils étaient pour un jour fabriquer une seule voiture. Et aujourd'hui, une couple de compagnies qui en ont peur un peu. Là. Donc, ce qui fait que si on regarde juste froidement, je dis bien froidement, tout ce que vous avez versus tout ce que vous devez, c'est sûr que des fois, tu peux dire, ben là, l'entreprise ne vaut pas cher, mais il y a toute une anticipation du futur qui peut donner de la valeur. Ça ne rentre pas dans le calcul ici. Cette méthode-là, elle met des œillères et elle dit combien que tu as, combien que tu dois, et la différence entre les deux, c'est la valeur comptable, c'est ce que ça vaut. Évidemment, c'est une méthode parmi tant d'autres, un peu comme le MRB, le MRN, prix par logement, prix par pied carré, et qui ne tenait compte que d'une seule chose à la fois. Juste les pieds carrés, juste les revenus nets. Et tout ensemble, ça donnait une opinion de la valeur. Mais si c'est la même chose. La valeur comptable, c'est une opinion parmi tant d'autres qui dit, selon tes chiffres, je m'en fous du reste. Selon tes chiffres, ce que tu as moins ce que tu dois, c'est ce que tu vaux. Et bien voilà. Ça s'appelle la valeur comptable. La valeur de liquidation, c'est un peu différent. Une valeur de liquidation, c'est si, par exemple, on décidait de tout vendre, ce qu'on possède, et de rembourser toutes les dettes. Ce qui reste à la fin, c'est la valeur de liquidation. Fait que là, vous dites, c'est la même audite affaire que la valeur comptable? Pas du tout. Vous achetez des biens. Vous avez des actifs. Ça rentre dans vos actifs de l'entreprise au-dessus valeur comptable. Mais, demain matin, je vous dis, vous vendez tout. Vous liquidez tout ce que vous avez acheté. Est-ce qu'il y a des chances que vous vendiez de la marchandise, des appareils, des équipements, du matériel roulant, à un prix possiblement inférieur de ce que vous auriez payé? Oui, tu l'as acheté 100 000 le camion, mais s'il faut que tu t'en débarrasses demain, peut-être des chances que tu vas le vendre moins cher et t'en débarrasser. Voilà pourquoi il y a une différence entre les chiffres qui sont des états financiers et la réalité quand c'est le temps de vendre tous les actifs et de rembourser toutes les dettes également. Parce qu'on sait que certaines dettes, des fois, peuvent faire l'objet, exemple, de pénalités ou certaines dettes également peuvent être assorties de contrats particuliers. Ce qui fait que, globalement, une valeur de liquidation, évidemment, vous n'avez pas la compétence pour évaluer ça, ça prend des professionnels. Ça permet d'évaluer combien vaut l'entreprise si on devait tout liquider et ensuite rembourser toutes les dettes. À quoi ça peut servir? Je vous donne un exemple bien simple. Vous voyez un commerce qui est en difficulté. Il y a un commerce quelconque qui est en difficulté. Et s'il ferme, comment ça va fonctionner s'il ferme? Bien, il va tout vendre ce qu'il y a. Ses présentoirs, ses caisses enregistreuses. Il va vendre sûrement à perte un paquet d'affaires. Puis il va rembourser tous ses créanciers. Incluant entre autres aussi toute pénalité qu'il peut y avoir, des retards, tout ce que vous voulez. Une autre compagnie arrive, une personne physique, peu importe, une compagnie arrive, et elle dit, écoute, moi là, laisse ça de même. Touche à rien. Touche à rien, laisse ça de même, moi je te rejette. Est-ce que l'acheteur va payer le gros prix? Ou au contraire, il va dire, écoute, toi, tu es dans la merde, mais je vais acheter ta merde, dans le sens que je vais acheter dans la situation où tu es. Je vais bénéficier, entre guillemets, du fait que ta situation est difficile pour payer moins cher. Et bien voilà à quoi peut servir la valeur de liquidation. Si nous calculions, je ne sais pas si ça se dit, si on calcule exactement
ce que tu vaux en valeur de liquidation, je te fais une affaire, je te signe un chèque, je te donne ce montant-là, ciao bye, mais moi, tu laisses ça comme ça et je continuerai, moi, de mon côté, de faire opérer l'entreprise. Fait qu'au lieu de payer le gros prix, je peux payer sûrement moins cher parce que j'évalue que si tu devais fermer, c'est ça qui va te rester. Mais moi, ce que je t'offre, c'est ce qui va te rester. Mais tu n'es pas obligé de tout liquider. Moi, je vais continuer les opérations. Fait qu'une valeur de liquidation, des fois, peut servir par des professionnels, évidemment, à évaluer une entreprise là où il y a des difficultés. Ben, je vais payer moins cher grâce à ça, en contrepartie, évidemment, tu laisses ça comme ça et moi, je bénéficie d'un meilleur tarif. Mais ça demande évidemment une grande analyse parce qu'il faut tout calculer. Si tout était vendu à perte, la marchandise, les présentoirs, pensez à une entreprise, là. Pensez, exemple, à Target. Rappelez-vous Target Canada qui avait ouvert à un moment donné il y a quelques années, qui a été le plus gros désastre. Je sais quand tu dis pour connaître un marché, là, Target qui a voulu faire compétition à Walmart et qui n'ont jamais été capables. Walmart est très bien implanté, mais Target, oubliez ça, ça n'a jamais marché. On pouvait acheter les présentoirs, on pouvait acheter les caires, on pouvait acheter ce qu'on voulait pratiquement à l'intérieur du magasin. C'est de la liquidation. On se débarrasse de tout. Et troisième élément, ceci fut déjà aux examens de l'OACQ. Il est possible que votre professeur, je suppose que vous êtes rendu, dans votre autre cours, le cours de contrat et documents, ait utilisé ou du moins parlé de ceci à travers les promesses d'achat d'entreprise. Quand on achète une entreprise, il faut, dans la promesse d'achat d'entreprise, mettre une annexe dans laquelle on y indique « Moi, j'achète l'entreprise tel prix. Puis dans le prix de l'entreprise, il y a tant pour la marchandise. Vous l'avez vu, les stocks. Il y a tant pour le matériel équipement et il y a tant pour ce qu'on appelle l'achalandage. Et les trois ensemble, 1 plus 1 plus 1 égale valeur offerte pour l'entreprise. Comme une équation. Stock, matériel et achalandage, les trois ensemble additionnés donnent la valeur d'une entreprise à la promesse d'achat. Parce qu'il faut ventiler, si on peut dire, les trois éléments. Donc, qu'est-ce que ça représente, ces trois éléments? Les stocks. Et là, juste qu'on comprenne bien la langue française, là, c'est pas les stocks en anglais, c'est-à-dire les actions d'une compagnie, c'est pas ça du tout. J'ai eu un étudiant à un moment donné qui croyait vraiment qu'on parlait des stocks, des actions, des actions à la bourse, c'est pas ça du tout. Là. Les stocks, c'est la marchandise. C'est ce qu'il y a sur les tablettes, ce qu'il y a dans l'entrepôt, les marchandises à vendre, qui sont évidemment dans l'entreprise. N'importe qui ici, après le cours tantôt, allez dans un magasin, n'importe quel magasin, n'importe quel, et allez voir les tablettes du magasin. Est-ce qu'il y a des chances que vous allez voir des produits, des boîtes ouvertes, des boîtes endommagées, des produits désuets qui ne sont plus vraiment vendables? Tu vois ces tablettes, un iPhone 4, tu penserais dans un musée. Ça ne se vend plus. Je ne sais pas ce que tu peux faire avec ça. Donc, il arrive un moment donné où, dans une entreprise, fruits et légumes, effectivement, ou même des cannes qui sont périmées, qui peuvent être encore dans l'entrepôt. Vous n'avez plus le droit de mettre ça sur ces tablettes, mais pourtant, vous les avez payés, vous les avez achetés. Fruits et légumes, évidemment, à cette vitesse, c'est quelques jours, des fois, c'est quasiment des heures. Donc, effectivement, il est normal que dans n'importe quelle compagnie, une proportion des stocks. Chez Winners, ben oui, des fois, oui, des produits alimentaires après des caisses. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est normal que dans une entreprise, il y ait une certaine composante des marchandises qui sont aux états financiers, qui sont là. C'est marqué dans les états financiers, j'ai tant d'argent de stock, mais on sait qu'il y aura là-dedans une certaine perte. Parce que, bon, regarde, ils sont ces tablettes. Des retours, ben en fait, ça peut être des retours non revendables aussi, tout à fait. Des boîtes ouvertes, des boîtes endommagées. Tu as reçu la boîte, elle est endommagée, personne ne va acheter une boîte endommagée. Ils veulent des belles boîtes neuves. Ça peut être un produit endommagé aussi. Tu reçois, mettons, une compagnie de meubles qui reçoit un meuble déchiré. C'est pas vendable, à moins de le faire réparer. Mais là, c'est un stock qui a été réparé. C'est normal. Eh bien, l'acheteur procédera, évidemment, par des professionnels. Et c'est pas vous qui faites ça, vous n'avez pas la compétence, à évaluer, selon le type de produit, quel pourcentage il est prêt à acheter. C'est-à-dire, si tu me dis que tu as 100 000 de stock,
quel est le pourcentage là-dessus que je vais te racheter? Je te rachète tout, mais je ne te donne pas tout l'argent que tu as payé pour. Est-ce que je te les rachète à 60% de la valeur, à 70% de la valeur? Et donc, l'acheteur, dans une promesse d'achat, identifiera le pourcentage des stocks. C'est-à-dire qu'il va appliquer sur le montant qui est évalué aux états financiers. Et évidemment, un calcul complet sera fait au moment de la transaction, parce que les stocks vont varier d'ici là. Donc, on va refaire un inventaire officiel juste avant la transaction. Mais on va définir tout de suite, regarde, l'inventaire que tu auras au moment de la transaction, parce que ça peut varier d'ici là, moi, je t'offre 60 cents pour une pièce, 60%, c'est-à-dire pour chaque dollar que tu auras en inventaire, je t'en donne 60 cents, ou 70 cents, ou 80 cents. Vous savez, un diamant brut, ben, ça ne déprécie pas de la même façon que des bananes. Donc, selon le type de produit, la dépréciation recommandée sera différente. Donc, il est normal qu'à l'achat, il y aura un pourcentage de dépréciation appliqué sur les stocks. Plus ça perd vite, évidemment, plus on va en déprécier rapidement. Matériel et équipement. Donc, le matériel et équipement, on fait référence au véhicule et on parle du matériel et équipement de l'entreprise. On ne met pas les immeubles là-dedans. Juste de l'entreprise. Donc, ce que l'entreprise possède comme matériel et équipement. C'est juste ça qui compte. On est tous d'accord que dans le matériel et équipement, on l'achète neuf, on le déprécie. Si vous faites vos bonnes mesures fiscales, vous dépréciez le matériel et le matériel aura une valeur nette, c'est-à-dire une valeur dépréciée au sens de la fiscalité. Et là, je veux acheter cette entreprise. Cette entreprise que je vois, il y a des machines, il y a des véhicules. Qu'est-ce qui serait logique à votre avis? Est-ce que ça serait logique de dire, ben, ton véhicule t'a payé 50 000, j'en ai un chiffre comme ça, tu l'as déprécié, ben, je vais prendre les valeurs qui sont ici, tu l'as payé 31 000, ton véhicule, tu l'as déprécié de 8 000 $, il vaut maintenant 23. Moi, j'achète ton entreprise que ce véhicule. Quelle est la logique? De l'acheter 31 000? De payer le plein prix pour le véhicule alors qu'il a déjà été utilisé, qu'il a déjà servi, qu'il a déjà été déprécié? Ça ferait bizarre. Déjà là, ça créerait également une récupération d'amortissement chez le vendeur, il ne sera pas content. La logique, c'est quoi? Il n'est pas obligé. On peut mettre 0 $ si on veut. Mais la logique, c'est quoi? Tu l'as acheté 31. Pendant que tu l'as possédé, tu l'as déprécié de 8 000, il vaut 23. Pourquoi nous, acheteurs, on ne prendrait pas la suite où tu étais rendu? Je vais l'acheter 23 et moi, je continuerai. Donc, ici, dans le matériel et l'équipement, ce n'est pas une obligation, on peut offrir ce qu'on veut. Mais moi, l'acheteur, je veux aussi bénéficier des amortissements. Et si je le paye 31, fantastique, sauf que l'autre, il y a une récupération d'amortissement. De l'autre côté, si je paye 0, je n'aurais même pas droit à l'amortissement parce que c'est comme si je ne l'avais pas acheté ou je n'avais pas payé pour. La logique veut que tu commences et je continue. Continuité dans la logique au niveau des biens. Donc, souvent, vous allez voir des achats en valeur comptable. Donc, le vendeur se retrouve avec aucune récupération d'amortissement, rien du tout. Et vous bénéficiez de la possibilité d'encore amortir éventuellement un peu plus tard avec les règles fiscales qui s'appliquent en conséquence. Donc, il ne sera pas rare qu'on pourrait vous dire dans un examen qu'on achète les biens et accessoires, évidemment, des matériels et équipements en valeur nette, en valeur, évidemment, dépréciée, c'est-à-dire la valeur nette au niveau de notre fiscalité. Donc, il va falloir regarder le tableau d'amortissement et aller chercher la valeur ici, une fois les amortissements cumulés ont été retirés. On fait un petit exercice. On va finir avec ceci dans quelques secondes avec un exercice. Et l'achalandage. Donc, qu'est-ce que c'est l'achalandage? Je vais faire une comparaison. Le Canadien de Montréal. Combien vaut l'équipe du Canadien de Montréal? Celle qui a le plus grand nombre de coupes Stanley, globalement, parce qu'on regarde les dernières années, ça, en tout cas, c'est pas la même affaire. Mais comment que ça vaut? 1 milliard? 1 milliard et demi? Je sais que c'est dans les milliards de dollars. Je ne sais pas si quelqu'un l'a donné la plus récente. On est dans les milliards. Quand on regarde, je ne parle pas du centre Bell, on l'appelle le centre Bell, mais on ne se rappelle plus du nom. Le centre qui est là, je ne parle pas de lui là. Je parle l'équipe. Le CH, juste l'équipe. Mettons 1 milliard de dollars. Je pense que ça vaut plus que je pense qu'on est pas loin de 1,5, 2 milliards, c'est assez élevé. Comment ça peut valoir 1 milliard? Pensez-y là.
1 milliard. Pour une chaudière de rondelles, des jerseys, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 1,78 ici, 1,7 milliards US. Donc, on est dépassé le 2 milliards canadiens. Je sais que des rondelles, ça vaut cher, mais il y a quand même des limites. Il n'y a pas 2 milliards de rondelles là-dedans. Les joueurs, c'est des humains, ils ne sont pas à vendre, mais c'est des contrats. Pourquoi l'équipe vaut cher de même? Parce que c'est le potentiel d'être capable de générer de l'argent, incluant la rareté aussi, parce que des équipes, tu ne peux pas en partir comme ça. Hein? C'était bien compliqué pour Seattle, et vous voyez les Nordiques, hein, qui attendent encore après. Et donc, il y a un potentiel. Comment vaut le potentiel? Moi, je vous demande, j'ai un classeur ici, mettez-moi le potentiel dans le classeur. Ramassez-moi le potentiel avec la pelle, là, puis mettez dans le classeur. C'est impossible. Le potentiel de générer de l'argent, le nom, la réputation, c'est immatériel. C'est immatériel. C'est-à-dire que il y a une valeur qui n'est pas tangible. Du matériel, c'est tangible. Je peux prendre la voiture, je peux prendre la caisse enregistreuse, je peux prendre l'ordinateur. Mais le nom, l'équipe, c'est immatériel. Une autre comparaison. Rappelez-vous quand Céline Dion et René Angélil, peu importe comment ils ont arrangé leur montage financier, on a su aux nouvelles qu'ils avaient acheté Schwartz, qui est le restaurant de viande fumée à Montréal, une parmi les meilleures viandes fumées de Montréal. On ne fera pas un débat si c'est la meilleure, peu importe. Peu importe. Ils n'ont pas dû payer ça 125 000 okay? Ils ont dû payer assez cher. Quoique Céline ne doit pas avoir trop de difficultés, ni René à l'époque qui vivait ne devait pas trop avoir trop de misère, mais pareil. Ils ont dû payer un très bon prix. Avez-vous déjà été chez Schwartz? Avez-vous déjà été vous asseoir chez Schwartz, probablement décoller sur quelqu'un à gauche, coller quelqu'un à droite? OK? C'est quelque chose. T'es pas chez Européa là, mais c'est ça le but aussi, c'est le cachet. On s'entend-tu que la vaisselle, c'est pas du cristal? Hein? Les bouteilles de ketchup, c'est pas des carafes en cristal. Regardez l'environnement. Y a-tu des millions et des millions et des millions et des millions d'assiettes, de tables? Non. C'est plutôt basique. Pourquoi Céline Dion et René ont dû payer aussi cher? Il y en a qui parlaient dans les millions de dollars. On ne sait pas le montant, c'est une transaction privée. Peu importe. Ils ont dû payer assez cher. Pourquoi? Le nom. N'importe quel guide touristique dans le monde, quand on dit quoi faire à Montréal, aller chez Schwartz apparaît la plupart du temps. Ce qui fait que ça l'apporte. Donc, ils ont acheté un nom. Ils ont acheté une réputation. Dans la composante de l'achat, il y avait les tables, les couteaux, les fourchettes, les bouteilles de ketchup, tout ce que vous voulez. Mais le gros de la dépense, c'est le nom, la réputation, le potentiel de générer du revenu par la valeur immatérielle. Et bien voilà, c'est ça l'achalandage. Tout ça pour dire que quand on fait une promesse d'achat et on offre un montant X pour l'entreprise, il faut dire dedans la portion des stocks et le pourcentage de dépréciation qui s'appliquera. Il faut également dire la valeur qu'on donne aux équipements et matériels, souvent en valeur dépréciée, à moins qu'on vous donne une indication contraire, ça va être souvent comme ça. Et le reste qui bouche le trou, c'est l'achalandage. Il y a déjà eu un examen au SIQ. Désolé, je vous étire un peu, on n'a pas pris la deuxième pause, mais j'ai presque fini après. Il y a déjà un examen au SIQ où voici. Vous aviez la valeur de l'entreprise. Vous l'appelez V. Vous aviez les stocks. Vous aviez le matériel de fourni, l'information pour le trouver. Vous aviez toute l'information. Ce que vous n'aviez pas, c'était l'achalandage. Et on vous demandait à combien évaluez-vous l'achalandage dans la valeur de l'entreprise. Donc, si valeur est égale au stock, un certain pourcentage, plus le matériel, plus l'achalandage, ça donne la valeur offerte pour l'entreprise. Si je veux isoler le A dans mon équation, c'est pas tout le monde le voit ici en bas de la page, comment je procéderais? Eh bien, valeur de l'entreprise, moins la valeur des stocks que j'aurais trouvés, moins la valeur du matériel et équipement est égale à l'achalandage. Sachant que la valeur offerte d'une entreprise est la somme des trois, s'il y en a 2 sur 3 que tu peux trouver par les informations du scénario, et je te demande, c'est combien l'achalandage
dans ton offre, dans ta promesse d'achat, et bien voilà, la valeur offerte, moins la valeur des stocks, moins la valeur du matériel, égale le montant de la portion associée à l'achalandage. Ça m'a été rapporté à l'examen l'OACQ. On avait les données. Il demandait à combien estimez-vous la valeur de l'achalandage. Donc, avec les autres données, si tu sais combien vaut l'entreprise, tu sais la valeur des stocks, suivant la règle, tu sais la valeur du matériel, suivant ce qu'on vous dit, égale la portion de l'achalandage ici. On va terminer, je sais qu'on étire un peu, mais bon, ça serait bon qu'on le finisse pour être sûr de ne pas trop être serré pour la comptabilité. On termine avec un petit exercice qui prend à peu près 2 minutes. C'est pas très long. Vous allez aller dans votre cahier. On va aller pratiquer ceci. Stock, équipement, achalandage. Page. Au début, là, page 175 environ. Ce sera pas bien long, je vous le montre ici. Un petit peu en arrière de ça. Un petit peu en arrière, on va aller faire celui-ci. Numéro 11. C'est pas très long en passant. C'est une affaire de 2 minutes. On fait numéro 11, ABC. Donc, on vous demande quelle est la valeur des stocks? Quelle est la valeur comptable du matériel et équipement? Et à combien évaluez-vous l'achalandage? La valeur d'entreprise est de 220 000. Ça devrait vous prendre quelques minutes. Enlevez votre pouce et placez votre pouce une fois que vous avez terminé. C'est une affaire de quelques minutes. Et on regarde si on a bien compris et ça sera terminé après. Allez-y, bon exercice.
26、26、2000、36、00、29300。Donc, la solution, on termine avec ceci. Après ça, c'est fini pour la journée. On avait une grosse journée, mais il n'en restera presque pas à faire pour le prochain cours. Donc, un petit peu de chapitre 7 au début, puis après ça, on va attaquer notre chapitre 8 qui sera fini au début de l'autre cours d'après et les exercices ensuite. Donc, on a bien avancé. Donc, on va aller voir maintenant notre... un petit instant, je vais aller chercher la portion solution dans le cahier. On va retourner ici, je pense que c'est à la 356, le numéro de page dans ce coin-là. Donc, on va aller voir ceci. Donc, question 11, question 10 ici. On va aller un petit peu plus loin. Juste après, donc ici. Donc, quelle est la valeur des stocks? Si, évidemment, le coût d'acquisition est de 90 000 et qu'ils sont évalués à 40 de leur coût. Donc, on avait 40 fois 90 000 et ça donnait 36 000 ici. Donc, la personne dit, moi, je vais acheter à 40 de la valeur des stocks. Et bien voilà, 36 000 ici. Quelle est la valeur comptable valeur nette, ici en fait, là, ici directement, matériel et équipement, c'est plus valeur nette, valeur comptable qui vient de la comptabilité, mais c'est plus valeur nette ici. Donc, on a véhicule ici, on n'utilise pas l'immobilier. L'immobilier, c'est à part, ce n'est pas l'entreprise, c'est l'immeuble. Donc, on va juste s'intéresser aux véhicules et mobilier. Donc, on a 24 700 et 4 600. On ne prend pas l'immeuble. L'immeuble est à part. Dans la valeur de l'entreprise, on achète l'immeuble et l'entreprise, donc c'est séparé. Là, je vais juste me concentrer sur l'entreprise seulement. Donc, 24 700 plus 4 600 qui donne 29 300 $ ici. Donc, c'est la valeur ici au sens de la comptabilité. C'est pas nécessairement ce que ça vaut si je le revendais, mais d'un point de vue comptable, c'est ce que j'ai ici directement. Et combien valez-vous l'achalandage si l'entreprise vaut 220 000 $? Donc, V, la vente, ici de l'entreprise, donc la valeur de l'entreprise, 220 000 moins 36 000 au niveau de notre stock, moins 29 300, 154 700. Donc, valeur ici de l'achalandage, 154 700. En fait, la valeur de l'entreprise, c'est la somme des trois autres quand on achète les actifs. Si tu en connais deux, tu trouves la troisième information. Si tu connais la valeur de l'entreprise, tu es capable de découvrir les autres valeurs. Si tu ne connais pas la valeur de l'entreprise, mais tu connais les trois éléments, ça t'arrive. Ça t'amène à la valeur de l'entreprise. On s'arrête ici. On a une bonne journée. Prochain cours, on aura un demi-cours. Après ça, le dernier cours. Il va nous en rester très peu à faire sur le chapitre 7 parce que tous les calculs sont finis. Donc, un peu d'explication sur le chapitre 7 et on va peut-être prendre 20 minutes environ. On va attaquer le chapitre 8 et dernier cours, fin du chapitre 8 et exercice. Pendant ce temps-là, profitez-en pour faire les petits exercices du chapitre 6, comme je vous disais, 1 à 10 avec les questions d'amorce et 14, je crois. Donc, c'est bien ça qu'on avait dit tantôt, 1 à 10 et 14, donc du chapitre 6. Faites ça tranquille, vous allez voir, c'est très facile, pas difficile. Placez-moi tout le monde votre pouce. Je vais juste prendre des présences quelques instants. En fait, je vais prendre une petite photo. Je vais les rentrer après, je ne vous retiendrai pas. Donc, tout le monde, placez-moi le pouce allumé pour les fins de présence seulement. Ça va prendre quelques secondes. Je vais rentrer le tout ici. Donc, tout le monde, placez-moi le pouce. Et je vais ici je vais juste prendre des photos. Donnez-moi un petit instant. C'est fait ici, voilà. Donc, je vais les rentrer par la suite, je ne vous retiens pas. Et allez pelleter, parce qu'il y a bien de la neige dehors. Bon après-midi, ça achève. 2 cours. Ça achève, lâchez pas, commencez votre étude pour votre examen final, repratiquez le tout. Et on se voit à notre prochain cours, tout le monde. Bye bye.